Bienvenue Ségolène Royal, troisième candidate à s'exprimer ce soir. Alors signe particulier, vous avez déjà été candidate à la présidence de la République. Vous avez donc déjà remporté une primaire du Parti socialiste et de ses alliés, c'était en 2006. Elle était moins large qu'aujourd'hui. Et ma question préliminaire portera un peu là-dessus. En quoi avez-vous changé pour ceux qui nous écoutent depuis 2006, non pas sur un plan personnel, mais sur un plan politique? Est-ce que vous diriez que vous êtes plus à droite, plus à gauche, plus libéral, plus dirigiste? Plus en avant. Ça, c'est une façon de botter en touche. Oui, mais bien sûr, j'ai changé, bien sûr. Mais en quoi? J'ai changé en densité, en détermination. J'ai changé parce que j'ai beaucoup travaillé, d'abord. J'ai travaillé dur parce que je sais que j'aurai à demander aux Français de travailler dur. Et je veux m'appliquer à moi-même ce que je veux leur demander. Mais j'ai aussi appliqué dans ma région les idées que je défendais en 2007. Par exemple, la mutation écologique ou l'aide aux petites et moyennes entreprises. Voilà, j'ai beaucoup voyagé aussi dans le monde entier, puisque la campagne présidentielle de 2007 m'a donné une notoriété et un respect sur la scène internationale que je mettrai d'ailleurs au service de la France. Françoise. Alors, Madame Royal, dans cette campagne, vous dites beaucoup « Je veux être la voix des sans-voix, je veux m'adresser aux indignés et aux résignés ». Si vous êtes élue présidente, quelles sont les une ou deux mesures qui symboliseraient le fait que vous avez entendu les indignés ou les résignés? C'est résoudre la crise, puisque la quasi-totalité des Français souffrent de la crise, sauf 10% d'entre eux, qui se sont enrichis pendant que tous les autres s'appauvrissaient. Mais encore. Donc comment résoudre cette crise? D'abord, il faut résoudre le problème du déficit et de la dette, parce que je n'accepte pas que ce déficit soit transmis sur le dos des générations qui viennent. Comment résoudre ce déficit et cette dette? C'est d'abord en relançant l'activité économique. Et pour relancer l'activité économique, ma première priorité, mon premier projet de loi sera la réforme des banques. Vous aussi, comme Arnaud Montebourg. Écoutez, la spéculation bancaire est là. Et dans quelle direction? Pour que les banques obéissent au lieu de commander. Et il y a trois choses à faire. Obéissent d'abord à leur métier. Qu'est-ce que c'est qu'un métier pour une banque? Qu'est-ce que c'est que le métier des banques? C'est de financer l'économie réelle. Ça n'est pas d'aller spéculer sur la dette des États. Donc il y aura une réforme du système bancaire, comme celle qui a été faite aux États-Unis d'Amérique, qui est en train d'être faite à Londres. On sépare les banques dans le capital des banques. Concrètement, l'État rentrerait dans le capital des banques pour pouvoir contrôler. L'État rentrera au capital des banques s'il vient renflouer les banques, ce qu'il aurait dû faire en 2008. Je l'avais dit d'ailleurs à cette époque. Si l'État français qui avait renfloué les banques en notre nom à tous, était rentré au capital, il aurait pu contrôler au sein des banques ce qui se passe et que les banques cessent de mélanger leurs activités de dépôt, qu'elles protègent l'épargne des gens, des activités spéculatives et de prêts, des activités d'investissement financier. Donc il va falloir séparer ces deux activités dans les banques pour qu'elles se mettent vraiment au service du développement économique. Vous pensez que c'est le problème numéro un aujourd'hui pour résoudre le déficit, c'est de relancer finalement le crédit qui serait en panne? C'est de relancer l'activité économique, donc les aides financières aux PME. Vous le savez, on le voit partout. Des PME qui ont de grandes difficultés parce qu'elles n'ont pas la confiance du système bancaire. Et donc la deuxième décision que je prendrai, c'est la création d'une banque publique à dimension régionale, d'aide aux petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent innover, pour qu'elles puissent créer des emplois et distribuer des salaires. Ce qui est aussi dans le projet socialiste, une banque publique d'investissement. C'est ça l'objectif d'une nation, c'est de relancer, de créer des richesses avant d'augmenter les impôts. On a l'impression qu'on est très sur le territoire français. On n'est plus dans la mondialisation. On se recentre sur des banques d'investissement en France. On fait un système bancaire à nous. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais cela va de pair avec la réforme du système bancaire européen et international. Car quand je dis cela, je dis aussi que lorsque, par exemple, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont réunis, on savait déjà les décisions qu'il fallait prendre. Quelles décisions? Celles que l'on a déjà attendues pendant la crise de 2008, c'est l'interdiction des banques. Et ça doit être une décision européenne et même internationale, l'interdiction des banques de spéculer sur la dette des États, c'est-à-dire sur la misère des peuples, l'obligation aussi... Oui. Voilà,
Vous nous dites qu'une de vos priorités, c'est de réduire les déficits et la dette. Ça, c'est quelque chose que vous partagez avec la totalité des candidats du Parti socialiste et de tous les candidats en général. Ça, Il y a une spécificité chez vous, c'est que vous dites, mais moi, je n'aurai pas recours aux hausses d'impôts. C'est une facilité, même les hausses d'impôts, vous dites. Je ne suis pas sûr que ce soit très facile de hausser les impôts quand on est au pouvoir, mais comment on fait pour renflouer les caisses de l'État, pour éponger les dettes, si on ne trouve pas de nouvelles recettes? Vous pensez vraiment que les Français sont en situation d'accepter de nouveaux prélèvements? Vous ne pensez pas que de nouveaux prélèvements vont aggraver la situation économique et plonger la France dans la récession? Moi, c'est ma conviction. Et je ne ferai pas de hausse d'impôts. En revanche, je ferai la réforme fiscale. Même sur les très hauts revenus, vous ne faites pas de hausse d'impôts? Alors, vous faites bien de me poser la question. En revanche, nous ferons la réforme fiscale, qui est prévue d'ailleurs dans le projet des socialistes, c'est-à-dire un impôt plus simple, donc plus compréhensible, et un impôt plus juste, c'est-à-dire mieux réparti, un impôt plus équitable entre le capital et le travail, un impôt plus équitable entre les entreprises du CAC 40 qui ne payent que 9% d'impôts et les PME, artisans commerçants qui en payent plus de 30%, des prélèvements plus équitables pour financer la protection sociale qui pèse aujourd'hui essentiellement sur les revenus du travail. Une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu? Alors la nouvelle tranche d'impôt sur le revenu, qui est proposée d'ailleurs dans le projet de l'expert Thomas Piketty, fera partie de la réforme globale. Mais comment voulez-vous ne pas faire payer davantage les riches si l'on veut alléger l'impôt sur les moyens et sur les petits? Les impôts augmenteront quand même, pour être clair. C'est pas de hausse d'impôt pour tout le monde. Mais écoutez, la justice fiscale, oui, la justice fiscale, je vous le confirme, c'est de faire payer les plus riches, c'est de faire rembourser le bouclier fiscal, c'est de lutter contre la fraude fiscale, 40 milliards d'euros en provenance essentiellement des hauts revenus et des gros patrimoines. Donc faisons déjà en sorte que les riches obéissent à la loi comme tous les autres. Nous récupérerons déjà 40 milliards. Question riche, est-ce que vous quantifiez le seuil? Ça veut dire quoi être riche? Le seuil n'est pas quantifiable comme ça dans l'absolu. Puisque, oui, mais si vous avez un revenu équivalent à quelqu'un d'autre, mais que vous êtes propriétaire de votre logement, par exemple, vous n'êtes pas dans la même situation. Donc c'est la globalité de l'impôt sur les revenus du capital et les revenus du travail qui permettront, en effet, de faire payer davantage les riches. Question sur la règle d'or, peut-être. Oui, vous êtes prononcé pour la règle d'or. Et alors, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous mettez dans cette règle d'or? Alors, dans cette règle d'or, que je n'ai pas appelée d'ailleurs règle d'or, mais la règle de bonne gestion... Je précise pour ceux qui nous écoutent, la règle d'or, ça concerne la discipline budgétaire et l'idée de ne pas faire de déficit budgétaire hors le service de la dette. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment être rigoureux dans les dépenses publiques. D'ailleurs, dans la région que je préside, je n'ai pas augmenté les impôts depuis 2005. Et chaque euro dépensé est un euro utile et toute dépense nouvelle est financée par des économies. Voilà la bonne gestion des fonds publics que je mettrai en place. C'est pour ça que ça ne me gêne absolument pas d'inscrire ce principe dans la Constitution, parce que c'est la seule façon... Pourquoi pas le faire maintenant, puisque la majorité actuelle et le président de la République le proposent. Qu'est-ce qui vous Parce que ce n'est pas la même règle d'or que la sienne. C'est-à-dire que la règle d'or que je mets dans la Constitution prévoira également la contribution égale du capital et du travail, ça sera inscrit dans la Constitution, la justice fiscale et la garantie des ressources de la sécurité sociale. Voilà les trois principes qui doivent accompagner la règle de bonne gestion que j'inscrirai dans la Constitution. Ce qui forcera l'État à faire des efforts, en effet, à faire des économies, en effet, à améliorer son organisation, en effet. Et chaque décision... faire des économies dans les dépenses de l'État? Est-ce que vous avez des postes qui sont un peu identifiés? Je pense que l'on peut faire des économies sur l'organisation des pouvoirs publics. Un exemple. Un exemple. Je crois que l'État est trop hyper concentré. Je crois qu'il faut une nouvelle étape de la décentralisation. On dit pourtant qu'il y a trop de collectivités locales entre le département, la région. Exactement, j'allais y venir. Qu'il faut mieux répartir les compétences entre les différentes collectivités territoriales, parce qu'effectivement, il y a des compétences qui se superposent, donc il y a un certain nombre de gaspillages, c'est vrai. Par exemple, et peut-être en supprimer, mais bien sûr. Le département il faut en débattre. En tout cas, si les départements...
C'est-à-dire si ça doit créer plus de remous que d'avantages, moi je suis pour des réformes consensuelles et rapides. Et la réforme consensuelle et rapide, c'est celle qui donne à chaque échelon territorial son pôle de responsabilité. On a pris un peu de retard. Juste le dernier volet quand même, qui est très important pour la relance économique, c'est la croissance verte. Moi je veux faire non seulement de la France un pays d'entrepreneurs, je le mets dans mon livre programme, un pays d'entrepreneurs qui ont les moyens de se développer, de créer des activités. Et dès que je serai élue, je ferai un Grenelle des PME pour stabiliser les règles sociales et les règles fiscales sur la durée du quinquennat. Et c'est bien sûr la croissance verte pour faire de la France la première puissance écologique d'Europe. Voilà comment je redonnerai de l'énergie au pays, de l'emploi et de l'espérance dans son avenir. Il reste que 2 minutes pour votre carte blanche, Ségolène Royal. Vous avez souhaité parler des institutions. Alors c'est un peu large. Moi j'ai une question sur une institution qui est l'armée et sur laquelle vous comptez pour encadrer par exemple les délinquants. Nicolas Sarkozy a repris cette mesure. Est-ce que vous la maintenez dans votre programme? Oui. Bien sûr, elle est maintenue, puisque le droit à la sécurité, c'est un droit fondamental. Et j'estime que cette solution est une bonne solution pour lutter contre l'impunité. Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, même combat? Écoutez, s'il se rallie à mes bonnes idées, ça prouve que nous avons perdu 5 ans et que ça aurait pu être fait plus tôt. Mais sur les institutions, je voudrais juste dire un mot, parce que j'ai écrit un contrat avec la Nation, avec 10 engagements qui est donné aujourd'hui aux électeurs. Pourquoi? Parce que je veux mettre fin à l'hyper-concentration du pouvoir à la présidence de la République. Ça veut dire que si vous êtes élu, vous ne serez pas l'hyper-présidente puisqu'on dit que Nicolas Sarkozy est un hyper-président. Vous, ce sera terminé. Il y a des pratiques auxquelles vous n'aurez plus recours, vous interviendrez moins dans les affaires quotidiennes? Exactement. Je remettrai, d'abord, je ferai la République du respect, je ferai l'ordre social juste, avec la participation active des citoyens, et chaque institution sera à sa place. Un Parlement qui contrôle et qui ne fait pas le cumul des mandats, une justice indépendante qui ne subit plus l'intrusion de l'exécutif, un dialogue social de qualité et une démocratie participative vivante avec la consultation des citoyens. La justice indépendante, on est tous pour, mais comment faire pour qu'elle le soit vraiment? C'est quoi la mesure? On réforme le Conseil supérieur de la magistrature et on cesse de donner des instructions au parquet. On laisse la liberté aux investigations et on cesse d'étouffer les affaires. Ça veut dire qu'on doit vous croire sur parole. On va cesser on ne va plus donner d'instructions, mais concrètement, quel serait le mécanisme qui empêcherait l'exécutif de le faire? Je viens de vous le dire. D'abord, c'est une volonté politique. Et je crée dans ce contrat pour la Nation un comité de surveillance des engagements. Parce que c'est vrai, vous avez raison, les Français sont fatigués de l'écart entre le discours et les actes. Et ce comité de surveillance des engagements est constitué 50% de la majorité, 50% de l'opposition. Et je vais vous dire une chose, je serai la garante de l'ordre public moral, de la morale publique. Vous prenez à votre compte la proposition de Nicolas Sarkozy, puisqu'il a repris une des vôtres, de celle de garantir une République irréprochable, quoi. Eh bien, écoutez, la République irréprochable qu'il avait promis en 2007, vous avez vu ce qu'elle est devenue. Les Français sont très choqués de l'accumulation des affaires. Nous sommes dans un régime à bout de souffle, un régime corrompu. Et moi, je serai la garante de la morale publique avec une réforme très simple et très claire. Tout élu qui sera condamné pour des faits qui relèvent de sanctions privatives de liberté sera immédiatement inéligible à vie et sera immédiatement déchu de son mandat. Vous avez entendu la cloche. C'est terminé pour ces 10 minutes. On vous laisse regagner votre loge, Ségolène Royal, et on vous retrouve vous aussi, bien sûr, tout à l'heure. On va accueillir François Hollande.